Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler entrepreneurs et fonds d'investissement. On parlera également société à mission et enfin Fiscalissimo, le cercle des fiscalistes de l'immobilier. Et pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Cléache, avocat et auteur de l'ouvrage Entrepreneurs et fonds d'investissement, mode d'emploi d'un rapprochement réussi. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous décidé de rédiger cet ouvrage? Alors d'abord parce que j'avais un peu de temps, grâce au confinement, ou à cause du confinement, et ça fait une petite trentaine d'années que je travaille pour des entrepreneurs ou des dirigeants, et que je discute face à des fonds d'investissement. Et je me suis souvent dit qu'il manquait d'un vade-mecum, d'un mode d'emploi simple pour les entrepreneurs, même aguerris, qui explique les termes, qui explique la complexité de ces discussions et leurs enjeux. Et donc je me suis dit, ma famille est une famille d'entrepreneurs. J'ai moi-même dirigé un établissement de tourisme quand j'étais jeune, avant de me diriger vers le métier d'avocat. J'avais fait une double formation qui me permettait d'un peu maîtriser les chiffres. Et donc je trouvais que ça méritait d'expliquer aux entrepreneurs de manière simple comment aborder les fonds d'investissement dans le cadre de discussions avec eux. L'idée, c'est d'avoir des conseils pratiques, c'est ça? Oui, c'est ça, des conseils pratiques. Comment il faut être armé, et que discuter, comment discuter, sachant qu'il y a évidemment plusieurs typologies de fonds d'investissement. Il y a les fonds minoritaires, les fonds majoritaires, ceux qui font à la fois le minoritaire et le majoritaire. Mais globalement, il y a une manière de discuter qu'il faut appréhender en amont et pas arriver naïvement dans une discussion pour une première fois avec des fonds d'investissement. Alors justement, comment les entrepreneurs doivent-ils appréhender la relation avec les fonds d'investissement? À mon sens, de manière assez directe, et comme s'ils avaient un projet de développement de leur propre entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être accompagné. Quand ils construisent un bâtiment, ils prennent un architecte. Là, c'est un peu la même méthode. Il faut s'entourer. Je dis pas ça que pour les avocats. Il faut avoir un bon expert comptable à ses côtés ou un directeur financier. Il faut peut-être aussi aller chercher une boutique ou une banque d'affaires et un avocat. Et réunir tout ce petit monde-là pour qu'ils parlent d'une même voix, qu'ils aient un projet commun et qu'ils sachent qui dit quoi et quand au fonds d'investissement. Il y a des moments où moi je ne vais pas intervenir, c'est à l'expert comptable de le faire ou au DAF, et à l'inverse, il y a des moments où il faut que ce soit moi qui prenne les coups à la place de l'entrepreneur qui va faire sa vie après, avec son futur partenaire. Et donc il faut que ce soit l'avocat qui prenne les coups ou la boutique d'affaires qui passe en amont. Donc la première chose, c'est de bien être accompagné. La deuxième chose, c'est d'avoir une équipe en qui on a confiance et qui sait vous expliquer les choses. Il ne faut pas qu'on rentre dans des grands principes, il faut que l'entrepreneur ou le dirigeant, il sache parfaitement l'enjeu avec des mots clairs et qu'il comprend lui-même. S'il va défendre quelque chose qu'il ne comprend pas, ça ne marchera pas. Et puis enfin, le dernier sujet, à mon sens, c'est qu'une fois qu'il a fait tout ça, qu'il comprenne bien ses priorités. C'est qu'est-ce que je dois négocier moi, une fois que l'expert comptable, la boutique d'affaires ou l'avocat a tout tenté, pour vraiment bien baliser la route pour lui. En résumé, on peut dire que c'est beaucoup de pédagogie? Oui, c'est beaucoup de pédagogie. C'est aussi rendre, c'est ça, c'est la pédagogie, c'est rendre simple des concepts parfois complexes, parfois volontairement complexes, comme dans tout métier, on érige des barrières à l'entrée. Là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de rendre ces barrières à l'entrée lisibles, en expliquant des mots qui sont parfois complexes, des expressions qu'on utilise fréquemment et qui perdent tout de suite l'interlocuteur dirigeant ou entrepreneur qui n'est pas aguerri ou qui est moins aguerri que vous. Donc vous évoquez notamment la question des levées de fonds. Quelles sont les clés de la réussite d'une levée de fonds? Comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir prioriser, c'est-à-dire est-ce que c'est minoritaire, est-ce que c'est majoritaire, quel type de fonds on va aller chercher pour sa levée de fonds et pour quel objectif. Et dans les éléments clés, il faut aussi déterminer les dates d'entrée, de sortie, enfin, les moments où le fonds d'investissement va sortir, ce qu'on négocie avec lui. Si on est minoritaire, évidemment, c'est pas le même enjeu que si on est majoritaire. Quand on est majoritaire, on va vouloir définir les conditions financières de la sortie du fonds, parce que derrière, on reste. Si on est minoritaire, on va essayer de comprendre comment on va pouvoir sortir en même temps que le fonds. Est-ce qu'on va négocier une surplus-value pour soi si on a bien mené sa barque? Voilà, donc c'est un peu ça les clés essentielles d'une bonne levée. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Christophe d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup.
Nous sommes toujours dans Lex Inside et je reçois Jean-Baptiste Barcy, avocat associé chez Impulsa, pour parler de la société à mission. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que la société à mission? La société à mission, c'est un concept créé par la loi Pacte de 2019 qui consiste pour une société commerciale de se doter d'une mission via des objectifs environnementaux et sociaux. L'objectif de la loi, c'était de concilier intérêt général, développement durable avec performance économique. Juridiquement, c'est assez simple et ça ne nécessite pas un changement de forme sociale. Il faut se définir une raison d'être, donc les principes dont va se doter la société pour gérer son activité. Il va falloir se doter de 2 principes au minimum sociaux et environnementaux, au moins un de chaque, qui guideront, du coup, qui fixeront la mission via ces objectifs. Et il va falloir fixer les modalités dans les statuts de la société de suivi de cette mission. Après, une fois que les associés auront entériné cette décision, il faudra déposer au greffe pour rendre ce statut public. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la société à mission? Alors, il n'y a pas d'avantage à proprement parler financier ou fiscal. Les avantages sont plus en termes de stratégie de management ou d'image que veut se donner la société. D'une part, en termes de stratégie de management interne, elle va pouvoir fédérer toutes ses équipes, la collectivité de ses salariés, autour d'un projet, autour de valeurs, autour de principes. Ce qui va pouvoir l'aider surtout après un an de télétravail et distanciation sociale. Ensuite, elle va pouvoir, auprès des tiers, améliorer son image, sa marque employeur. Et troisièmement, elle va pouvoir rentrer dans certains écosystèmes dont les acteurs se sentiront proches de ses valeurs qu'elle aura définies et qui lui permettront de se sentir proches aussi d'eux-mêmes. En ce qui concerne les inconvénients, pareil, pas vraiment de coûts économiques particuliers ou de contraintes juridiques fortes. La contrainte sera surtout dans le suivi qui nécessite la mise en place de 2 types de comités. L'un interne, qui est le comité de mission, ou un référent de mission lorsque la société a moins de 50 salariés, et l'autre externe, qui est un OTI, c'est un organisme tiers indépendant qu'il faudra obligatoirement désigner, qui rendra un avis chaque année pour suivre le suivi de la mission. Car effectivement, le législateur n'a pas voulu que ce soit uniquement des déclarations de bonnes intentions, mais qu'il fallait qu'il y ait aussi des indicateurs, des processus mis en place par la société pour suivre la réalisation de ces principes. Et ce sera l'objet de ces comités. Pourquoi vivons-nous aujourd'hui un regain d'intérêt pour la société à mission? Alors nous, chez Impulsa, on constate un grand regain depuis, dans ce monde post-Covid, post-confinement. Tous les secteurs d'activité sont concernés, que ce soit la presse, la cosmétique, le retail. Et on pense que ce n'est pas un épiphénomène lié à la crise, mais que ça va être durable. Parce qu'on voit bien depuis plusieurs années que la démarche RSE est de plus en plus présente dans tous les écosystèmes. Une société auprès de ses partenaires, auprès de ses clients, auprès de ses consommateurs, auprès de ses salariés, va vouloir pouvoir se reconnaître auprès de ses pairs autour de ses valeurs. Et les fonds d'investissement, notamment, ont de plus en plus de lignes d'investissement RSI. Et certains de nos clients exigent même que leur participation adopte la qualité de société à mission pour pouvoir faire partie de leur participation. C'est une tendance durable et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que le moteur premier qui pousse les différentes sociétés qui viennent nous consulter pour ce type de projet, c'est que ce n'est pas tellement leur image extérieure qu'elles cherchent à renforcer, mais plutôt pour des raisons de management interne. C'est au niveau de leurs salariés, de leurs équipes, une volonté de fédérer autour de valeurs dans lesquelles ils pourront tous se retrouver et qui leur donneront envie de travailler, de s'impliquer pour des valeurs qu'ils partagent ensemble. Jean-Baptiste, merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de Fiscalissimo, le cercle des fiscalistes de l'immobilier, avec son président Christophe Rémieux. Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que Fiscalissimo? Alors Fiscalissimo, c'est une association qu'on a créée avec 7 autres directeurs fiscaux de l'immobilier. C'est une association qui vise à créer un cercle en fait d'échange et de réflexion entre pairs de l'immobilier. Donc ça vise à la fois à donc échanger, partager nos expériences, nos connaissances, accroître aussi nos compétences. On va travailler ensemble, on va faire venir aussi des personnes de l'extérieur. Ça peut être des notaires, ça peut être des avocats, des auditeurs qui ont rapport avec le monde de l'immobilier.
Et in fine, ça vise à participer aux débats, aux travaux de réflexion sur la fiscalité immobilière. Comment est née cette idée de créer cette association ? Alors en fait, cette idée est née du fait qu'on était plusieurs fiscalistes dans l'immobilier à être assez actifs, mais dans des fédérations souvent assez différentes. Donc il y avait la fédération des foncières, la fédération des promoteurs, les gestionnaires immobiliers. Donc j'avais envie un peu de créer un organe un peu transversal pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et réfléchir ensemble en fait. Quels sont les objectifs, quelles sont les actions que vous allez mener ? Alors les objectifs, c'est premièrement de travailler, d'échanger sur toutes nos problématiques, parce elles sont nombreuses, elles sont de plus en plus, on va dire que la fiscalité immobilière, ça part du local jusqu'à l'international, donc on a vraiment des problématiques très diverses, et donc c'est vraiment de travailler sur ces sujets. On a pour ambition donc de commencer nos travaux dès la rentrée septembre, ce qu'on vient d'être créé, donc là on est dans la phase d'adhésion des nouveaux adhérents, et donc de participer aussi aux travaux de réflexion immobilière et de fiscalité. Et puis on verra, on commence déjà modestement et on verra par la suite. Justement, quelles sont les prochaines étapes pour l'association ? Alors la prochaine étape, c'est notre première grande réunion de lancement tout début septembre, où là déjà on va apprendre à se connaître parce qu'on ne se connaît pas tous. On va apprendre à chacun se connaître son groupe, connaître un peu la structuration fiscale de chacun des adhérents. Parce que c'est vrai que pour travailler ensemble, il faut déjà qu'on se connaisse bien. Et puis, on va commencer à brainstormer sur les sujets dont on veut discuter, qu'on souhaite approfondir. Et puis, on va prévoir aussi les prochaines réunions avec des personnes extérieures. Christophe Romilleux, merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Voilà, c'était le dernier numéro de Lex Inside, le dernier de cette saison. Je vous souhaite un bel été et puis rendez-vous dès septembre pour de nouvelles émissions.